Bonjour les amis de la forêt. Alors aujourd'hui, troisième vidéo sur l'Afghanistan. La vidéo numéro 2, c'était sur le conflit soviéto-afghan de 1979 à 1989. Et là, je vais parler de l'impact en fait de cette guerre sur les hommes politiques, les journalistes et les intellectuels français. Alors je rappelle que fin décembre 1979, l'armée rouge envahit l'Afghanistan. Et en fait, en Occident, les sanctions qui vont frapper l'Union soviétique pour la punir de cette invasion vont être assez symboliques. Si le président Carter va édicter un embargo sur les céréales dès janvier 1980, elles ne concerneront ces céréales que la nourriture animale, et donc on peut dire que ça n'a pas eu beaucoup d'impact sur l'économie soviétique. Et en plus, cet embargo sera levé un an plus tard par le nouveau président Ronald Reagan. Il y a eu une autre mesure symbolique, c'est le boycott des Jeux Olympiques de Moscou en 1980, par les États-Unis évidemment, et par 49 autres pays. Mais en Europe de l'Ouest, seule la République fédérale d'Allemagne va boycotter ces Jeux Olympiques. Et donc en France, globalement, les réactions des politiques furent très discrètes. Il faut savoir qu'à l'époque, le président Valéry Giscard d'Estaing était assez ami avec les soviétiques en fait, puisqu'il allait rencontrer quelques mois plus tard Léonid Brejnev à Varsovie. Alors, la réaction des intellectuels et des médias va être tout aussi discrète, si je puis dire. Alors, on peut penser qu'il y a trois raisons principales à cette discrétion. Alors, premièrement, l'Afghanistan était un pays lointain, inconnu, qui n'intéressait guère les Français. Si on prend l'exemple, par exemple, de la littérature, beaucoup d'écrivains et d'artistes ont été fascinés par le Proche-Orient et non pas par le Moyen-Orient. Or, l'Afghanistan faisait partie plutôt du lointain Moyen-Orient. On a eu des écrivains comme Pierre Loti qui se sont intéressés à la Turquie, je veux dire Paul Nizan à l'Arabie, ou alors Flaubert à l'Égypte. Mais l'Afghanistan a été très peu présent dans les imaginaires français. Et dans la littérature contemporaine, je n'ai trouvé que le bouquin de Joseph Kessel, Les Cavaliers, où l'histoire se passait en Afghanistan. Donc ça, premièrement, c'est un pays qui n'est pas vraiment présent dans l'imaginaire des Français. Deuxièmement, pour des raisons de politique intérieure, il faut savoir que Georges Marchais, lorsque l'intervention de l'armée rouge est arrivée, Georges Marchais, qui était alors le premier secrétaire du Parti communiste français, était à Moscou, il n'avait pas de chance, et il avait fait un discours célèbre où il avait justifié cette invasion. Je mettrai son discours en lien dans le descriptif. Alors c'était une position qui était assez caractéristique du Parti communiste français, de suivre fidèlement le grand frère soviétique. Ça n'a pas été le cas, par exemple, pour l'Italie, où le premier secrétaire du parti italien, Enrico Berlinguer, avait condamné cette intervention. Alors, il faut savoir qu'à l'époque, quand même, le Parti communiste français était un parti puissant, et donc, évidemment, il influençait l'opinion. Son allié, enfin son ancien allié, le Parti socialiste, avait mis aussi en sourdine, je dirais, sa critique de l'intervention, tout simplement parce que en 1980, on était à un an des présidentielles, où François Mitterrand, le secrétaire général du Parti socialiste, allait affronter le président en place, Valéry Giscard d'Estaing, et que dans ce cadre-là, les socialistes et Mitterrand ne voulaient pas froisser l'électorat communiste et les dirigeants communistes qui étaient attachés à l'URSS. Donc ils avaient mis en sourdine leur critique de l'URSS. Et donc évidemment, comme les intellectuels étaient plutôt de gauche, ou communistes ou socialistes, ça peut expliquer leur relatif silence. Et puis il y a un troisième élément qui peut expliquer aussi cette indifférence envers ce conflit, c'est le blackout informationnel.
Alors s'il y a des guerres qui sont très filmées, comme la guerre du Vietnam, qui a été le premier conflit quasiment télévisé dans l'histoire des guerres et de la télévision, dès mars 1980, donc 3 mois après l'intervention soviétique, le gouvernement afghan va décider de ne plus accepter sur son territoire les journalistes qui n'étaient pas accrédités par le gouvernement. Donc évidemment, le gouvernement afghan dirigé par Babrak Karmal était pro-soviétique. Et dans le cadre de la guerre froide, évidemment, ce gouvernement ne va plus accepter de journalistes occidentaux. C'est pour ça qu'on a eu très très peu d'informations sur ce conflit, et il est difficile de s'intéresser à un conflit lorsqu'on n'a pas d'informations. Alors pour la petite histoire, c'est assez marrant, j'ai trouvé, il y avait un journaliste soviétique qui travaillait à Radio Moscou, un certain Vladimir Dantsev, qui avait eu le malheureux réflexe de parler d'intervention militaire en Afghanistan sur les ondes de radio soviétiques, et Moscou l'avait mis directement dans un asile psychiatrique, parce qu'évidemment, pour Moscou, ce n'était pas une intervention, c'était une assistance militaire pour soutenir un gouvernement allié qui était aux prises avec une guérilla islamiste, soutenue par l'Occident. Je crois qu'après, les journalistes français et européens s'étaient mobilisés et Dantsev avait été libéré. Alors il y avait eu quand même un mouvement de soutien à la résistance du peuple afghan qui avait été créé en France au début des années 80, présidé par le mathématicien Laurent Schwartz. Et chaque année, ce mouvement faisait un colloque et déplorait systématiquement l'indifférence dans laquelle était tombé ce conflit. Alors malgré tout, il y a eu des journalistes qui, au péril de leur vie, sont allés faire des documentaires, ou ont essayé de faire des documentaires sur place en Afghanistan. Les 2 premiers journalistes en fait qui ont été arrêtés, c'est François Missin, 2 fois prix Albert Londres, et Antoine Darnaud, qui avait été arrêté en septembre 1980. Ils avaient même été présentés à la télévision afghane comme des espions à la solde de l'Occident. Bon, ils furent assez rapidement libérés et François Missin avait narré son périple dans les prisons afghanes, dans La Nuit afghane, un récit en fait très intéressant que je me suis procuré et que j'ai lu. Donc ce sont les 2 premiers journalistes français à avoir été capturés puis libérés. Alors, dans les journalistes et les grands reporters qui ont couvert le conflit, on ne peut pas ne pas parler de Christophe de Ponfilly. Christophe de Ponfilly avait connu en fait le conflit afghan via en fait Patrice Franceschi, qui était un écrivain aventurier qui avait épousé la cause de la rébellion afghane et qui était parti en Afghanistan pour combattre les soviétiques. Et donc c'est par cet intermédiaire que Christophe de Ponfilly s'était confronté à la réalité de l'Afghanistan en guerre. Et il était parti avec Jérôme Bonny, un journaliste d'Antenne 2 à l'époque, dans la vallée du Panjshir, pour narrer en fait la geste guerrière des résistants afghans du Panjshir, commandé par le célèbre commandant Massoud, surnommé le Lion du Panjshir, qui va être un héros de la résistance à l'Armée rouge. Et Christophe de Ponfilly et Jérôme Bonny avaient ramené avec eux un documentaire qui était passé à la télévision française sur Antenne 2 en 1981, Une vallée contre un empire, un titre que je trouvais magnifique, où on voyait pour la première fois des résistants afghans résister à l'Armée rouge. Alors, Christophe de Ponfilly va être fasciné par la personne du commandant Massoud et va se passionner pour ce conflit. Il va faire à peu près 8 voyages en Afghanistan et va réaliser de nombreux documentaires télévisés qui vont passer sur Antenne 2. Donc un en 1985 pour lequel il obtint
le prix Albert Londres, puisqu'il avait réalisé Les combattants de l'insolence, toujours sur les combattants de la vallée du Panchir. Malheureusement, l'histoire s'est mal finie pour les deux hommes, puisque Ahmed Shah Massoud va être assassiné par 2 kamikazes d'Al-Qaïda le 9 septembre 2001, 2 jours avant les attentats du 11 septembre. Il faut savoir que Massoud était un ennemi irréductible de Ben Laden et des talibans, et que Ben Laden s'était juré d'avoir sa tête. Donc il l'a eu le 9 septembre 2001, 2 jours avant les attentats du 11 septembre, avec 2 kamikazes en fait, qui s'étaient fait passer pour des journalistes et qui avaient piégé leur caméra. Et lorsqu'ils ont été mis en présence du commandant Massoud, ils ont fait exploser la bombe qui était dans leur caméra. Ce décès avait profondément marqué évidemment Christophe de Ponfilly, qui avait voué quand même plus de 20 ans de sa vie à suivre la geste guerrière du commandant Massoud. Et 5 ans plus tard, le 16 mai 2006, Christophe de Ponfilly se suicidait, juste après avoir réalisé un film, L'Étoile du Soldat, qui narrait en fait le périple d'un jeune conscrit soviétique en Afghanistan. En tout cas, Christophe de Ponfilly aura contribué à faire connaître ce conflit aux téléspectateurs français. Alors il y a eu d'autres Français qui se sont fait capturer en Afghanistan. Il y a eu un jeune homme, Jean-Paul Sive, un ancien militaire, un ancien parrain, qui avait épousé aussi la cause des rebelles afghans, qui étaient allés se battre en Afghanistan avec eux et qui avait été capturé par les soviétiques. On n'en avait pas trop parlé parce que il n'était pas trop connu, et il était resté quelques semaines dans les geôles afghanes, puis il avait été libéré. Il y a eu aussi un médecin, Philippe Ogoyard, qui avait été capturé en Afghanistan. Alors pour la petite histoire, alors que l'équipe de France de football à l'époque, en 1983, celle de Platini, allait rencontrer dans un match amical l'équipe nationale du RSS, les footballeurs français avaient fait une déclaration pour soutenir Philippe Ogoyard et demander à leurs homologues soviétiques de faire pression sur le gouvernement afghan pour le libérer. Bon, il va être libéré. Et puis, le plus connu, cela a été le journaliste d'Antenne 2, toujours Antenne 2, Jacques Abouchard, qui était parti en Afghanistan pour faire un reportage sur la résistance afghane en 1984, qui était tombé dans une embuscade sur la route de Kandahar, en Afghanistan, qui avait été arrêté par les soviétiques, par l'armée rouge, et qui avait passé 40 jours en prison en Afghanistan. Les médias français s'étaient mobilisés, parce que c'était un des leurs, et il y avait eu aussi un discours de Laurent Fabius à l'Assemblée nationale pour condamner la rétention de Jacques Abouchard en Afghanistan. Sous la pression du gouvernement français, il avait été libéré. Mais pour l'anecdote, pour dire que, comme dans la mémoire des Français, ce conflit en fait a été oublié, ou est très peu présent, c'est que j'ai été surpris de remarquer que sur Wikipédia France, il n'y avait aucun article sur Jacques Abouchard. Donc j'ai réparé cet oubli et j'ai créé une notice biographique sur Jacques Abouchard, parce que j'estimais quand même que ce journaliste, qui avait été aussi un rédacteur en chef, méritait d'y être, tout simplement, parce qu'il a risqué sa vie pour faire un documentaire sur les résistants afghans. Mais c'est assez symptomatique du statut en fait de ce conflit dans la mémoire française. Et puis enfin, il y a eu aussi des universitaires qui quand même ont étudié et ont parlé évidemment du conflit soviéto-afghan, notamment Girard Chalian, qui était un grand spécialiste du tiers-monde et de l'Afghanistan aussi. Les spécialistes du monde arabo-musulman, Olivier Roy et Gilles Kepel, notamment Olivier Roy est le premier en 1984 à qualifier la guerre des résistants afghans contre l'armée rouge non de guerre de libération nationale, mais de guerre sainte. Donc Olivier Roy avait compris, évidemment, que cette guerre avait un humus particulier, une odeur particulière, et qu'elle développait en son sein un islamisme radical
qui allait malheureusement par la suite se traduire avec l'arrivée au pouvoir des talibans. Et enfin, je tiens aussi à honorer aussi la mémoire de Jean-Christophe Victor, qui est décédé en 2016 d'une crise cardiaque. Jean-Christophe Victor, qui était le présentateur de la célèbre émission d'Arte Les Dessous des cartes, où en fait il parlait de géographie et de stratégie en se servant de cartes. Il faut savoir que Jean-Christophe Victor était diplômé en chinois en langues orientales. Il parlait aussi le persan et il avait été nommé dans les années 70 comme attaché culturel à l'ambassade de France à Kaboul, capitale de l'Afghanistan. Et donc Jean-Christophe Victor connaissait très bien l'Afghanistan. Et lorsqu'il y a eu l'intervention soviétique en décembre 1979, évidemment les ambassades ont été fermées. Il est retourné à Paris et il a toujours travaillé sur l'Afghanistan. Et il a écrit notamment un livre en 1983, La Cité des Murmures, l'enjeu afghan, très beau titre d'ailleurs, que je viens de me procurer. Livre qui certainement a été le premier ouvrage sur la guerre soviéto-afghane. Donc je rends hommage aussi à Jean-Christophe Victor. Donc en résumé, la couverture médiatique du conflit soviéto-afghan a été relativement faible. Les intellectuels et les politiques s'y sont peu intéressés. Et globalement, si on doit retenir une personne qui a fait connaître l'Afghanistan aux téléspectateurs français, c'est Christophe de Ponfilly. Je rajouterai qu'il y a un politique qui s'est intéressé à l'Afghanistan, c'est Jean-François Degnaud, qui a fait de nombreux voyages au Pakistan, qui a connu aussi l'Afghanistan et qui a toujours soutenu la résistance afghane à l'armée rouge. Voilà, je vous remercie, à bientôt.